notre invitée politique ce matin, c'est Carole Delga. Bonjour Carole Delga, merci beaucoup d'être avec nous, présidente socialiste de la région Occitanie, présidente de Région de France. Et vous êtes avec nous en duplex depuis Saint-Malo, en Bretagne, où se tient le congrès de Région de France, dont on va parler dans quelques secondes. Mais d'abord, je voudrais vous faire réagir à l'information de cette nuit. C'est Elisabeth Borne qui a déclenché une nouvelle fois le 49.3 sur la loi de programmation de finances publiques. C'est le premier texte de la saison. Est-ce qu'elle avait d'autres choix, la Première ministre, selon vous ? Bonjour, non, elle n'avait pas d'autre choix, donc on savait qu'elle allait avoir recours au 49.3, c'était une évidence. Le gouvernement n'a pas de majorité et n'a pas réussi à convaincre donc une majorité de députés pour voter cette loi de programmation. Donc vous comprenez ce choix, vous ne le contestez pas ? Ce choix, c'est une évidence parce qu'il n'y a pas la capacité du gouvernement à créer une majorité. C'est regrettable qu'il n'y ait pas plus de souplesse, plus de sens du collectif, plus de conviction de la part du gouvernement, mais personne n'était surpris avec les positions du gouvernement sur l'issue d'un recours au 49.3. On va parler d'Elisabeth Borne qui va venir à Saint-Malo pour clôturer votre congrès des régions de France ce matin. Qu'est-ce que vous attendez de la Première ministre ? Mais nous attendons tout d'abord qu'elle puisse enfin comprendre qu'elle a tout intérêt à avoir un travail en commun entre l'État et les régions pour atteindre les objectifs de la planification écologique, pour atteindre les objectifs de mobilité qui soient moins chers, qui soient plus décarbonés, pour atteindre les objectifs de souveraineté industrielle. L'État et les régions doivent travailler ensemble. Et donc l'État a besoin de nous, comme nous avons besoin de l'État. Et donc c'est un message de faire confiance aux régions, parce que ça soit dans le projet de loi de finances, il y a une baisse significative des moyens financiers des régions, mais il y a également la mise en œuvre de différentes réformes qui vont une fois de plus donner plus de pouvoir à la technocratie et moins d'agilité sur les décisions locales. Mais le message est important, Carole Delga, mais j'imagine que vous attendez des actes de la Première ministre. Qu'est-ce qu'elle doit vous dire, qu'est-ce qu'elle doit vous annoncer pour que vous sortiez satisfaite de ce congrès ? Non, mais tout d'abord, nous, les présidentes et les présidents de région, on est proactifs. C'est-à-dire, c'est nous qui allons faire des propositions. Vous avez entendu les déclarations du président de la République. Un coup, c'était 100 milliards d'euros. Pour l'instant, il n'y a pas un seul euro de concret. Un autre coup, c'est le pass à 49 euros pour les trains. Donc, nous, les présidentes et les présidents de région, nous allons proposer à la Première ministre qu'il y ait des assises de la mobilité ferroviaire qui vont porter et sur le financement de l'investissement et sur la question de la tarification. Donc c'est une méthode de travail très pragmatique qui permet de répondre aux attentes de nos concitoyens. Nous, les paroles commencent vraiment à être en flot un peu trop important et il manque en effet des preuves. Donc là, clairement, des assises nationales qui après pourront être aussi déclinées régionalement, mais sur la mobilité ferroviaire. Il faut complètement revoir le mode de financement et le sous-investissement sur le rail. Nous avons un des réseaux ferrés les plus vieux d'Europe. Depuis des années, l'État français sous-investit. En Allemagne, c'est 3 fois plus qu'en France. Donc nous allons vraiment être sur un investissement massif, mais également une tarification qui soit attractive. On veut des trains à l'heure et des trains pas chers. Elle a promis un New Deal du ferroviaire. C'est pas suffisant pour vous ? Oui, elle a promis, comme vous dites. Vous dites, elle a promis. Mais aujourd'hui, dans les négociations que nous menons dans les contrats de plan État-région, il n'est pas à la hauteur de ce qui a été indiqué. Il y a effectivement beaucoup de questions sur les transports. Vous avez rencontré Clément Beaune hier ? Le ministre des Transports ?
Oui, tout à fait. Nous avons eu une réunion de travail entre tous les présidents de région et le ministre des Transports. Nous avons en effet conclu qu'il était nécessaire d'avoir cet engagement national beaucoup plus fort, ces séances de travail. Et nous avons donc programmé plusieurs réunions. Mais c'est pour ça que nous, les présidents de région, nous tendons la main à la Première ministre où nous lui disons: travaillons ensemble sur les mobilités de façon concrète. Passons des annonces qui sont vides de sens à une réalité pour nos concitoyens. Travaillons aussi sur la question de la planification écologique, sur la souveraineté industrielle. Il faut vraiment enclencher une nouvelle dynamique. Et aujourd'hui, les Français, ils sont là, ils sont fatigués d'avoir des annonces qui ne sont pas suivies des faits. Il faut donner des solutions au pouvoir d'achat qui est de plus en plus faible pour nos compatriotes, et également des solutions pour une transformation écologique qui soit vraiment forte. Sur l'écologie, et pour faire le lien également avec les transports, parmi les annonces de la feuille de route de la planification écologique, il y a une enveloppe de 700 millions d'euros pour 13 RER métropolitains. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette annonce? Est-ce que là, on est dans la bonne échelle? Non, on n'est pas dans la bonne échelle, mais on ne va pas être dans la critique permanente, parce que c'est une évidence. Les 13 RER métropolitains, c'est plus de 10 milliards d'euros. Vous comprenez que 700 millions, ça veut dire que ça va financer une partie des études pour les 5 prochaines années, parce que là on parle pour les 5 prochaines années d'une petite dizaine de projets sur les métropoles. Mais là, il faut ne pas être dans une bataille de chiffres, parce que nous avons une urgence écologique, nous avons une urgence sociale et nous avons une urgence républicaine. Si on continue à être dans la petite phrase, si on continue à faire des annonces qui ne sont pas suivies des faits, c'est la République qui est en danger. Donc là, il faut amener des preuves, des solutions concrètes à nos concitoyens, et c'est l'état d'esprit des présidents de région. Soyons dans le faire, soyons dans la solution, et arrêtons d'être dans l'incantation ou dans les promesses non tenues. Un dernier mot sur Clément Beaune. Il a annoncé l'arrêt de plusieurs projets autoroutiers, mais il continue de défendre le projet d'A69, l'autoroute entre Castres et Toulouse, dans votre région. Est-ce qu'il vous a rassuré ? Alors, il nous a en effet indiqué que pour cette autoroute, il y avait la continuité. Les autres projets qu'il envisage d'arrêter ne sont pas connus. Mais je rappelle que le sud du Tarn, c'est un territoire qui est très pauvre. C'est un taux de chômage qui est supérieur à 50% à la moyenne. C'est un taux de pauvreté supérieur de 40%. Voilà, c'est un territoire qui perd de la population. Et on a besoin d'action. L'autoroute n'est pas la seule solution, mais c'est une des conditions du désenclavement. Et surtout, j'appelle celles et ceux qui font la grève de la faim à stopper, parce que ça, c'est un préalable. Aucun projet ne mérite la mise en danger des vies sur ces écologistes projet. Nous devons être constructifs. Vous les comprenez, ces écologistes qui disent que ce projet est une aberration écologique ? Mais ce n'est pas une aberration écologique. Nous n'avons pas d'autre solution pour désenclaver ce territoire. Mais vous vous rendez compte quand même que ces 140 000 habitants qui sont à plus d'1h15 de Toulouse, c'est-à-dire qu'il y a moins de création d'emplois, il y a un taux de pauvreté plus élevé. Moi, je voudrais qu'on parle des gens. Allez vous balader à Castres ou à Mazamet. Vous allez voir que ce sont des territoires qui perdent de la population, où la misère, elle suinte. Et donc, nous avons besoin de soutenir les entreprises qui sont présentes, et nous avons besoin d'attirer de nouvelles entreprises. Moi, je veux stopper l'hypermétropolisation. Je veux arrêter que Toulouse s'engorge, mais on a besoin de moyens de communication pour que les petites villes comme Castres, elles puissent se développer. L'autoroute, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est un des moyens nécessaires. Nous avons réouvert un musée, le musée Goya à Castres. Nous implantons la région des formations d'enseignement supérieur, mais nous avons besoin d'une mobilisation forte avec différentes actions pour sortir les gens de la misère et pour faire en sorte qu'ils aient espoir dans l'avenir. Parce que sinon, on sait très bien que quand des gens se sentent loin de tout, quand ils se sentent abandonnés, eh bien, à ce moment-là, c'est l'extrême droite qui gagne. Un mot sur le budget, d'abord sur l'autonomie peut-être, puisque parmi vos demandes, il y a accroître la décentralisation. Vous avez fait un livre blanc l'année dernière à ce sujet. Ce matin, Emmanuel Macron est en Corse. Est-ce que vous lui demandez de lancer le processus d'autonomie dans l'île ?
Oui, tout à fait. C'est ce que nous demandons. Dans le livre blanc des régions de 2022, nous avons souhaité qu'il y ait l'autonomie pour la Corse. Et j'espère que ce matin, le président de la République va faire des annonces fortes. Nous avons un président de la région Corse, Gilles Simeoni, qui est volontaire, qui est responsable, qui est fiable. Et il faut que le président de la République puisse conclure vraiment une avancée qui soit forte pour la Corse et pour ses habitants. Et vous demandez, au-delà de la Corse, plus de décentralisation. Là aussi, vous attendez Elisabeth Borne ? Nous avons une maturité politique en France qui nous permet en effet d'avoir plus d'autonomie. Je pense au territoire d'outre-mer, et je ne pensais en particulier pour Mayotte, où il n'y a quasiment plus d'eau potable. Nous avons besoin de pouvoir différencier les actions entre les régions d'outre-mer, mais entre aussi les régions des métropoles, parce qu'une région qui a 4 départements, ce n'est pas la même dynamique, la même organisation qu'une région qui en a 12 ou 13. Donc nous défendons vraiment qu'il puisse y avoir plus d'autonomie dans le fait régional et plus aussi de différenciation. Ce n'est certainement pas d'aller vers l'indépendantisme. Nous voulons rester dans la République une et indivisible, mais il y a besoin d'avoir de la souplesse pour apporter des vraies solutions à nos concitoyens. Nous voulons être dans le faire, nous voulons être dans le concret et amener des solutions. Sur la question budgétaire, parce qu'évidemment elle est importante, vous dites que la dynamique de la TVA n'est pas suffisante pour vous permettre de compenser vos coûts. Est-ce que vous attendez là-dessus des annonces d'Elisabeth Borne? Est-ce que vous lui demandez de vous accorder une nouvelle enveloppe? Tout d'abord, on va rappeler la réalité. Quand je vois le ministre des Comptes publics qui indique que la dynamique de la TVA est supérieure à la dynamique de l'inflation, c'est faux. En 2023, pour les régions, nous avons 1,3 milliard d'euros de dépenses supplémentaires pour l'électricité, pour les carburants, et la dynamique de la TVA, elle n'est que de 600 millions d'euros. C'est un différentiel de 700 millions. Les régions, nous avons été les plus accompagnantes des politiques gouvernementales pour la relance suite au Covid et au confinement. Et c'est nous qui sommes le plus pénalisés par la question de l'inflation, parce qu'il y a la conjugaison et de l'électricité et du prix du carburant. Donc c'est incroyable de penser qu'on est en train d'asphyxier les régions alors que le couple État-région est absolument indispensable pour atteindre les objectifs de la transition écologique, de la souveraineté et puis tout simplement de lutter contre les inégalités qui ne font que s'accroître. Du coup, qu'est-ce que vous demandez à Elisabeth Borne? Une dotation exceptionnelle? Tout d'abord, nous demandons d'avoir en fait des dotations qui soient au même niveau que l'année dernière, parce que dans ce projet de loi de finances, il y a une baisse de près de 150 millions d'euros. Et ensuite, nous demandons qu'il y ait une compensation de l'inflation, et c'est pourquoi nous avons demandé plus de 350 millions qui seront fléchés vers des investissements divers, que ce soit pour la rénovation énergétique des lycées, des bâtiments, ou que ce soit pour les mobilités. Un dernier mot sur ce sujet qui concerne évidemment les Français, l'inflation, l'augmentation des prix et notamment du carburant. Emmanuel Macron a promis un chèque ciblé pour les Français les plus modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Vous saluez ce coup de pouce ? Oui, parce que de nombreux Français ont absolument besoin de la voiture. Je suis présidente de la région Occitanie. On développe beaucoup le train. C'est plus de 13 millions de billets à 1 euro chaque année. Mais pour autant, il y a des territoires où la seule solution, c'est la voiture. Et moi, je ne veux pas la stigmatisation de ces populations. Et donc, il est absolument indispensable de pouvoir les aider. Quand vous pensez qu'un plein, c'est 100 euros et que souvent, ces habitants de territoires ruraux de montagne, ils ont besoin de 3-4 plaines dans le mois. Vous vous rendez compte, un budget qui est entre 350 et 400 euros par mois, ça peut représenter un tiers du salaire. Donc il y a une asphyxie, il y a une pauvreté qui est en train d'éclater et il faut avoir des actions pour les plus modestes. On va parler politique, on va parler du Parti socialiste. Maintenant, Carole Delga, d'abord un mot sur ce qui s'est passé au Sénat cette semaine, puisque Patrick Kanner, qui est sur votre ligne, a été réélu président du groupe socialiste.
liste contre Éric Kerrouche qui était soutenu par Olivier Faure, qui est plutôt sur une ligne pro-NUP. Est-ce que vous avez vu dans la réélection de Patrick Kanner la défaite d'Olivier Faure ? Surtout, ce que j'ai vu dans la réélection de Patrick Kanner, c'est la reconnaissance du travail sérieux, de la capacité de fédérer de Patrick. Et je suis très heureuse qu'il soit de nouveau président du groupe socialiste au Sénat. Vous n'avez pas vu un message des sénateurs socialistes envers la ligne d'Olivier Faure ? Écoutez, ça, ce sont des débats qu'on a entre nous. Vous savez, franchement, hein, les Français, moi, de la NUP, ils ne m'en parlent pas. Ce sont des débats qui sont très parisiens. Surtout... Les élus locaux non plus. Franchement, les élus locaux, ce qu'ils voient, c'est le désespoir des Français, la pauvreté qui grandit, les difficultés pour pouvoir s'alimenter. Ce qu'ils voient, c'est des femmes et des hommes qui parfois se privent d'un ou deux repas dans la semaine, qui ont du mal à financer tous les efforts liés à la rentrée scolaire. Donc, franchement, les élus locaux, ils sont dans le réel. Donc, toutes ces histoires politiciennes de tractation, ça, c'est au sein de l'Assemblée nationale dont on ne fait parler que de la NUPES. Moi, ce que je souhaite, c'est que la gauche, elle soit unie et qu'elle travaille. Vous organisez ce week-end vos rencontres de gauche, de la gauche, à Bram, c'est dans l'Aude. Qui seront les personnalités présentes ? Est-ce qu'il y aura des membres de la France Insoumise ? Ce sont des rencontres populaires. Voilà, à Bram, c'est les rencontres de la gauche. Bram, c'est un petit village de 3500 habitants dans l'Aude. Moi, je veux envoyer un message aux classes populaires dans les territoires ruraux pour leur dire oui, on sait travailler ensemble, on amène des vraies solutions. On n'est pas dans l'invective, on n'est pas dans l'affrontement. On est cette gauche populaire, cette gauche qui est bienveillante, cette gauche qui vous donne un espoir. Et donc, tout le monde est bienvenu et j'ai invité l'ensemble des forces de la gauche, mais même l'ensemble des forces citoyennes. Il n'y a pas de sectarisme. On doit avoir une mobilisation forte pour stopper. Bien sûr, laissez-moi finir. On doit avoir une mobilisation forte pour pouvoir stopper ces petites musiques de division. Donc, on a Karima Deli qui va représenter les écologistes. On a Yann Brossa qui va représenter les communistes. J'avais invité Manuel Bompard. Il a indiqué qu'il n'était pas disponible. Il y aura bien entendu aussi des radicaux de gauche. Il y aura des chefs d'entreprise. Il y aura aussi des représentants syndicaux. Voilà, ce sont des forces vives qui ont envie de travailler ensemble, qui ont envie d'avoir une énergie positive et de stopper vraiment cette ambiance qui est délétère, où on est tout le temps dans les attaques. Ce que nous demandent les Français, c'est pas de la violence, ce sont pas des mots qui sont agressifs. Ce qu'ils nous demandent, c'est des solutions. Les Français, ils sont... Il n'y aura pas Olivier Faure, hein, si on a bien compris. Est-ce que vous pensez que le Parti socialiste, à l'heure actuelle, sous la conduite d'Olivier Faure, répond suffisamment aux préoccupations des Français dont vous parlez ? Olivier Faure a été invité, il a répondu qu'il était sur une autre manifestation et donc il y aura d'autres socialistes qui n'avaient pas la même opinion que moi sur l'Union pour les législatives. C'est les socialistes dans toute leur diversité, mais dans l'unité, c'est la gauche dans toute sa diversité. Et puis surtout, c'est la force citoyenne qui veut de vraies transformations et qui en ont assez d'être dans un climat à exacerber et qui veulent travailler pour les gens, parce que ce que nous demande en effet le peuple, c'est d'avoir un travail de valeur qui donne de la dignité, c'est d'avoir aussi des services publics et c'est de pouvoir vivre dignement grâce aux revenus du travail. Mais cette gauche, vous n'organisez pas ces rencontres pour rien, Carole Delga, c'est que vous voulez incarner cette gauche dont vous parlez, vous voulez l'incarner jusqu'où ? Quelles sont vos ambitions ? Clairement, l'heure n'est pas aux ambitions personnelles. Ce serait quand même complètement fou de ne pas avoir une vision réelle de l'état du pays. Regardez le livre de Thomas Piketty et de Julia Cagé. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'il y a un sentiment d'abandon de la population. Bien moi, le message que je veux faire passer au peuple, c'est de dire oui, on est là et on bosse pour vous et on vous amène des solutions. En Occitanie, la région
l'éducation, elle fournit les manuels scolaires, elle fournit les ordinateurs, le transport scolaire est gratuit. En Occitanie, on aide les entreprises, aussi bien le boulanger pour s'installer dans un village de 500 habitants que la start-up qui va avoir une innovation révolutionnaire dans les traitements médicaux. C'est cela la réalité. Et en Occitanie, mais donc vous voulez incarner un autre parti socialiste. Et nous faisons des billets à 1 euro. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une gauche populaire qui puisse répondre aux aspirations. Il faut arrêter la gauche de l'invective, la gauche de la violence verbale. Il faut être au service du peuple et arrêter de parler de nos Qui est le Parti socialiste actuel, si on vous suit bien? D'avoir une ambition, aujourd'hui en 2027, c'est n'importe quoi, d'avoir une ambition justement pour 2027. Voilà, de dire qu'en 2023, on se projette pour une ambition personnelle pour 2027, mais c'est n'importe quoi. On n'est pas conscient de la réalité du pays. Qui c'est qui est en dynamique politique aujourd'hui? C'est l'extrême droite, c'est le Rassemblement national. Et mon combat, c'est d'avoir une victoire de la gauche pour les prochaines échéances, que ce soit les municipales ou que ce soit les présidentielles. Et la question de celle ou de celui qui portera ce message, elle viendra plus tard. Il faut bosser, il faut faire des propositions, il faut être une équipe. Mais une victoire de toute la gauche, Carole Delga, une victoire de toute la gauche, ou est-ce qu'à un moment, il va falloir dire non à la France insoumise? Ce qu'il faut, c'est une victoire de la France. Voyez, c'est ça qu'il faut. Il faut une victoire des Françaises et des Français pour que de nouveau, les Françaises et les Français y croient à la politique. Et ce qu'il faut, c'est une victoire d'un élan populaire. Et donc, à ce moment-là, c'est toutes celles et tous ceux qui veulent l'élan populaire et qui veulent en effet avoir des vraies politiques de gauche qui transforment la vie des gens, qui luttent contre les inégalités et qui permettent vraiment de donner un vrai espoir et la possibilité à chacun de choisir son destin. C'est ça la gauche, la lutte contre les inégalités et être libre de sa vie, libre de son destin. Merci Carole Delga, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Saint-Malo où se tient le congrès des régions de France. On suivra en direct sur Public Sénat la clôture de ce congrès avec votre discours mais également les discours de Gérard Larcher et d'Elisabeth Borne, évidemment la Première ministre très attendue. Merci beaucoup Carole Delga.